Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vous emmène au cœur d'une affaire aussi choquante qu'incompréhensible, une histoire qui, derrière son décor rural et paisible, cache une tension sourde, une violence tapie dans l'ombre et une trahison au goût de sang. Les triangles amoureux ne font pas que briser des cœurs, ils brisent des vies, car dans ces configurations toxiques, chacun devient suspect, chacun cache quelque chose, et chaque regard échangé peut valoir une condamnation. Quand les sentiments se mêlent à la jalousie, que la passion tourne à l'obsession, alors la logique s'efface. Et ce qui reste, c'est la rage, le besoin de contrôle, ou pire encore, le désir d'éliminer ce qui dérange. Dans ce genre d'affaires, tout le monde a quelque chose à perdre, tout le monde a un mobile. Et quand les versions divergent, que les souvenirs s'effacent ou s'inventent, la vérité devient un puzzle, dont certaines pièces ont été volontairement brûlées. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction, et une fois entré dans cette histoire, il ne sera plus question de sortir indemne. Le 10 novembre 2018, un calme glacial enveloppe Earlville, minuscule point perdu sur la carte de l'Iowa, un endroit où les voisins se comptent sur les doigts d'une main et où les secrets peuvent se cacher derrière chaque grange rouillée. Ce matin-là, les plus jeunes enfants du couple Mullis étaient à la maison. Rien d'anormal, juste une journée banale sur la ferme familiale. Pendant ce temps, dans l'un des bâtiments d'élevage de porcs, un hangar titanesque, aussi long qu'un terrain de football, Todd, le père, travaillait aux côtés de son fils aîné, Tristan. Ce jour-là, Tristan s'occupait du nettoyage. Son père Todd vérifiait les installations électriques et sa mère Amy les a rejoints un peu plus tard. En entrant dans le hangar, Amy a trébuché sur un seau et a failli tomber. Son fils a immédiatement remarqué qu'elle n'allait pas bien. Elle semblait trembler, chanceler. Depuis quelque temps, elle souffrait de problèmes de santé, vertiges, douleurs. Elle avait suivi un traitement. Elle avait consulté un médecin la veille. Encore. Mais ce matin, contre toute logique, elle a voulu reprendre le travail. Comme si le repos était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Erreur fatale, car à peine arrivée, elle a rechuté, brutalement. Son corps a dit « stop ». Et Todd, témoin de la scène, lui a proposé calmement, presque mécaniquement, de retourner à la maison. D'après Todd, elle pourrait toujours lui donner un coup de main plus tard, une fois que l'essentiel du travail serait terminé avec leur fils aîné. Amy a accepté, mais elle tenait à accomplir une dernière petite tâche avant d'aller se reposer. Elle voulait aller chercher une cage de transport pour animaux, rangée dans un hangar voisin. Le lendemain, ils devaient emmener leur chat à la clinique vétérinaire. Elle est donc partie. Le père et le fils ont poursuivi leur travail. Todd ne s'est pas éloigné des yeux de son fils. Mais au bout d'un moment, l'homme a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et là, il a remarqué que la porte du hangar, au loin, était toujours ouverte. Beaucoup trop de temps s'était écoulé. Amy aurait déjà dû revenir avec la caisse de transport et refermer le hangar derrière elle. L'inquiétude est montée d'un cran. Et si elle avait eu un nouveau malaise? Si elle était tombée à cause de ses vertiges? Todd a alors demandé à Tristan d'aller voir ce qu'il se passait. Peut-être que sa mère avait besoin d'aide. Une fois arrivé devant le fameux hangar, le garçon a vu sa mère. Elle était étendue au sol, et de son dos dépassaient les dents d'un râteau. Le choc. Inimaginable. Tristan est resté figé un instant, incapable de croire ce qu'il voyait. Puis, réalisant la gravité de la situation, il a crié pour appeler son père. Todd a accouru, et ce qu'il a vu l'a glacé. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il a immédiatement demandé à Tristan d'aller chercher le pick-up familial. Le garçon, qui savait déjà conduire depuis longtemps pour pouvoir se déplacer sur l'exploitation, s'est précipité. Pendant ce temps, Todd a tenté de secourir sa femme et de la sortir du hangar. Plus tard, il a confié qu'il avait eu du mal à passer dans l'allée étroite, car les dents du râteau bloquaient le passage. Il a été contraint de les retirer de son dos. Au moment où le pick-up est arrivé, il a chargé sa femme à l'arrière, a pris le volant et a foncé en direction de la clinique. Tristan, 13 ans, a tenu sa mère mourante dans ses bras tout le long du trajet, essayant de la soutenir, de la maintenir éveillée, de la garder en vie. Sur la route, Todd a appelé les services d'urgence. Il a expliqué qu'un terrible accident venait de se produire sur la ferme. Sa femme était grièvement blessée.
Il a précisé que lui et son fils l'avaient retrouvé dans un hangar, allongé face contre terre, un râteau planté dans le dos. Il s'agissait d'un râteau à 4 dents, longues, droites et extrêmement aiguisées. On les affûte volontairement au maximum pour qu'elles puissent traverser sans peine des bottes de foin compactes ou des amas de feuilles épaisses. Malheureusement, cette précision mortelle avait aussi suffi pour transpercer le corps d'un être humain. L'opérateur du 911 a témoigné plus tard que l'homme au téléphone était dans un état de panique intense. Il criait sans cesse dans le combiné, implorant de l'aide. Le dispatcher a tenté de le guider étape par étape, et c'est à ce moment-là que Todd a dit qu'elle ne respirait plus. Le conseiller d'urgence lui a alors ordonné de s'arrêter immédiatement sur le bas-côté pour commencer les manœuvres de premier secours. Le père et le fils ont agi avec sang-froid, suivant rigoureusement les instructions. Ils ont allongé Amy au sol, commencé la réanimation, bouche à bouche, massage cardiaque, en se relayant sans relâche. Pendant une courte pause, l'opérateur a demandé à Todd comment un tel accident avait pu se produire. L'homme a expliqué que sa femme était malade ce jour-là, qu'elle souffrait de vertige. Il pensait qu'elle avait simplement perdu l'équilibre et chuté sur le râteau. Malheureusement, leurs efforts sont restés vains. Amy n'a jamais repris connaissance. Todd l'a conduite aux urgences, mais les médecins n'ont pu que constater le décès. Elle avait 39 ans. La police a convoqué le père et le fils au poste pour recueillir leurs dépositions, pendant que les experts en criminalistique examinaient les lieux. Tristan a confirmé mot pour mot l'histoire racontée par son père à l'opérateur. Grâce à lui, Todd a pu bénéficier d'un alibi solide. L'adolescent a affirmé n'avoir jamais quitté son père des yeux jusqu'au moment précis où il a découvert le râteau fiché dans le dos de sa mère. Cependant, un point restait indiscutable. Personne ne pouvait se blesser ainsi par accident. Il était physiquement impossible qu'Amy se soit infligé une telle blessure elle-même. Pourtant, le garçon était convaincu qu'il s'agissait d'un terrible accident. Et lors de la première inspection des lieux, la majorité de ces déclarations a pu être confirmée. Lorsque Todd et son fils Tristan avaient découvert Amy, elle était encore en vie, inconsciente mais respirant faiblement, incapable de dire quoi que ce soit sur ce qu'il s'était passé. Et peu après, elle a succombé à ses blessures. Les policiers ont rapidement interrogé le mari de la victime. Il a affirmé ne pas savoir ce qui avait bien pu arriver à son épouse, puisqu'il n'était pas présent au moment des faits. Selon lui, Amy avait sans doute perdu l'équilibre à cause d'un malaise et était tombée sur le râteau de maïs. Une explication qui semblait, au mieux, bancale. Mais les enquêteurs ont choisi de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ils ont préféré attendre les résultats de l'expertise médico-légale. Et quand le rapport est tombé, les premières zones d'ombre se sont épaissies. Il y avait au moins 6 plaies profondes causées par l'outil agricole. Or, le râteau n'avait que 4 dents aiguisées. Alors comment aurait-elle pu tomber 2 fois dessus? Par accident? Peu probable. Et ce n'était pas tout. L'autopsie a révélé que les blessures par perforation n'étaient pas les seules. Amy présentait également une égratignure sur la lèvre supérieure, plusieurs ecchymoses récentes sur le visage, ainsi que des marques similaires sur les bras et les jambes. Certaines de ces lésions correspondaient à des blessures de défense, ce qui laissait penser qu'elle s'était battue et qu'elle avait tenté de se protéger. La conclusion du légiste était claire. Amy avait été frappée puis attaquée avec le râteau. Au moins 2 coups, peut-être davantage. Ce n'était en aucun cas un accident. C'était un meurtre. Les détectives ont alors officiellement ouvert une enquête pour homicide. Le dossier venait de prendre un tournant brutal. Les experts en scène de crime sont retournés sur place. Lors du premier passage, juste après le drame, la nuit était déjà tombée. Ils n'avaient pas pu inspecter les lieux aussi minutieusement qu'ils l'auraient souhaité. Mais cette fois-ci, à la lumière du jour, ils ont découvert de petites éclaboussures de sang à l'intérieur du hangar, où Tristan avait retrouvé sa mère. Des traces fines projetées sur des sacs de produits chimiques entassés le long des murs, sur le sol et sur d'autres surfaces à proximité. Une scène bien plus violente que ce que l'histoire de Todd laissait entendre. L'étendue des projections indiquait une attaque brutale, ciblée. Amy n'était pas tombée. Elle avait été rouée de coups, puis transpercée à plusieurs reprises à l'aide du râteau. Le comté de Delaware, où s'est produit le crime, était réputé pour sa tranquillité.
Durant les 10 dernières années, ce n'était que le 4e meurtre recensé dans la région. Face à la rareté de ce genre d'affaires, les forces de l'ordre local ont décidé de faire appel à l'aide des autorités de l'État de l'Iowa qui avaient davantage d'expérience dans ce type d'enquête. Les détectives ont commencé à interroger les voisins du couple Mullis. Peu à peu, les langues se sont déliées. Tous racontaient la même chose. Le mariage de Todd et Amy n'était plus ce qu'il avait été. Autrefois très unis, les époux traversaient depuis un bon moment une période difficile. Les disputes étaient devenues fréquentes. Ce qui intriguait les enquêteurs, c'est que Todd était pourtant décrit comme un homme calme, posé, peu enclin au conflit. Mais cela soulevait justement une hypothèse dérangeante. Et s'il ne disait pas toute la vérité? Et s'il cachait quelque chose? Car au fil des révélations, un mobile commençait à se dessiner. Et Todd est vite devenu le principal suspect. La mort brutale d'Amy, une femme douce, chaleureuse, appréciée de tous, a bouleversé toute la communauté. Personne n'aurait imaginé que cette mère de 3 enfants pourrait tomber dans un piège aussi cruel. Les détectives ont alors décidé de fouiller dans l'intimité du couple, dans l'espoir de mieux comprendre ce qui avait pu conduire à un tel drame. Amy Mullis, 39 ans en 2018, une épouse, une mère de 3 enfants, et pendant un temps, une infirmière dévouée, jusqu'à ce qu'elle troque les blouses blanches pour des bottes crottées au beau milieu de la campagne de l'Iowa. Avec son mari Todd, elle s'était installée dans une ferme porcine à Earlville, un coin si paisible qu'on pourrait croire que les drames s'y noient dans le silence des champs. Ils s'étaient rencontrés en 2003 lors d'une foire locale. Une de ces rencontres simples, façon carte postale d'Amérique rurale. Mariés l'année suivante, ils formaient, aux yeux du voisinage, un duo solide, presque cliché. Todd, l'agriculteur taiseux, laborieux, scotché à ses silos comme à ses responsabilités. Amy, l'ancienne infirmière au sourire franc, sociable, lumineuse, le genre de femme qui illumine même les journées grises du Midwest. Ils élevaient ensemble leurs 3 enfants, Tristan, l'aîné, et ses 2 cadets, Taylor et Wyatt. Un tableau bucolique, presque trop parfait. Tracteur le matin, rire d'enfants dans la cour, dîner sur la terrasse au coucher du soleil, le rêve américain version rurale. Le genre de famille qu'on admire de loin en se disant « eux, ils ont trouvé l'équilibre ». Mais comme souvent dans les histoires trop lisses, la fissure n'attend que le bon moment pour s'élargir. Derrière les sourires figés sur les photos de famille, derrière les barbecues du dimanche et les « tout va bien, merci » de façade, le ver avait déjà commencé à ronger le fruit, lentement, silencieusement. Leur quotidien, en apparence paisible, dissimulait des tensions profondes. Amy, sociable, solaire, avait besoin d'air, de contact, de vie. Elle aimait sortir, voir du monde, rire autour d'un café. Todd, lui, préférait l'odeur du foin, les corvées de porcherie et les silences pesants des grands champs vides. 2 univers opposés, 2 solitudes qui partageaient un même lit. Alors forcément, ils se sont éloignés, pas d'un coup. Non, par petites touches, un silence ici, un reproche là, et ces confidences qu'Amy glissait à ses amis presque honteusement. Todd travaille tout le temps. Il ne m'écoute plus, je me sens seul. La maison est devenue un champ de mines. Et lui, il contrôle tout. Les horaires, les finances, les moindres faits et gestes. La façade du couple idéal a commencé à se lézarder. Et puis, en 2013, le vernis a craqué. Amy a eu une liaison, une infidélité, un souffle de liberté dans un quotidien trop étroit. Todd l'a découvert et là, tout s'est effondré. Son monde, son ego, son contrôle. Il l'a dit lui-même, il était anéanti. Alors il a exigé des explications. Il voulait comprendre, dominer encore, sauver la face. Mais ils ont décidé de rester ensemble, de réparer. Amy a mis fin à sa liaison. Todd a dit qu'il pardonnait. En apparence du moins, car on sait bien que certains pardons ont un arrière-goût de rancune, et parfois de vengeance. Pour montrer sa bonne volonté, Amy a tout quitté, son emploi d'infirmière, son indépendance. Elle s'est jetée à corps perdu dans la vie agricole. Plantation, animaux, comptabilité, elle faisait tout. Ou plutôt, elle tentait de tout faire.
parce qu'à la ferme, il n'y avait de place que pour un chef, et ce n'était pas elle. Mais à ses proches, Amy avait soufflé une vérité plus sombre, une vérité qui changeait tout. Elle n'avait pas quitté son poste par choix. Non, elle l'avait fait à la demande de Todd. Officiellement, pour se consacrer à la famille. Officieusement, pour éviter, je cite, « de nouvelles tentations ». Charmante façon de dire « tu restes là où je peux te voir ». En échange, Todd avait fait un petit effort. Il passait plus de temps à la maison, plus de temps avec Amy et les enfants. Le genre de compromis qui ressemble moins à un effort sincère qu'à une stratégie de contrôle bien huilée. La ferme familiale était devenue leur univers clos, leur cocon ou leur cage. Tout dépend de quel côté on regarde les barreaux. Et derrière cette routine champêtre, quelque chose bouillonnait sous la surface. Le psychologue de couple, un témoin discret mais crucial, avait noté un détail qui n'étonnera personne. Todd n'avait jamais vraiment recollé les morceaux de la confiance brisée. Il prétendait avoir pardonné, mais il gardait un œil ouvert. Toujours. Amy, désormais, passait tout son temps à la ferme, et Todd aussi. Il ne s'absentait que rarement, et jamais longtemps. Une coïncidence? Vraiment? Peu à peu, ceux qui les connaissaient ont remarqué un changement. Todd n'était plus seulement présent. Il surveillait, il contrôlait, il étouffait. Amy le ressentait. Elle le vivait. Elle en parlait. À ses amis, elle confiait que son mari était devenu omniprésent. Ils avaient mis en place une sorte de pacte, passer plus de temps ensemble, coûte que coûte. Sur le papier, c'était noble. Dans les faits, c'était presque une punition. Comme si l'infidélité passée justifiait une vie sous surveillance. Et Amy, malgré son sourire, laissait parfois échapper un mot, une phrase. Rien de frontal, toujours sous forme de plaisanterie. « Je suis la prisonnière de mon mari », disait-elle, en riant. Mais plus les jours passaient, plus elle la répétait, cette blague, et elle commençait à faire froid dans le dos. Todd ne s'était pas contenté de surveiller Amy. Non, il avait resserré l'étau, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'elle ne puisse presque plus respirer sans son autorisation. Il décidait de qui elle pouvait voir, où elle pouvait aller, ce qu'elle devait faire. Une vie calibrée, surveillée, quasi militaire, mais dans une ferme. Parmi les rares amis encore autorisés à lui rendre visite, figurait Patricia, l'une des dernières confidentes d'Amy. Et selon Patricia, dès 2018, la lumière s'était éteinte. Amy ne souriait plus, ne rêvait plus. Elle vivait en pilote automatique, vidée de toute joie. Pour Patricia, l'affaire était limpide. L'adultère n'était pas une trahison, mais un cri. Une tentative désespérée d'échapper à l'ombre étouffante de Todd. Un SOS glissé entre deux silences. Et elle n'était pas la seule à le penser. Plusieurs proches du couple partageaient ce sentiment. Pour eux, la vérité n'avait rien de compliqué. Todd était impliqué dans sa mort. Point. Trop de colère rentrée, trop de contrôle, trop d'obsession. Mais Todd, lui, niait tout en bloc. Il parlait d'amour, de reconstruction, de moments partagés. Il jurait que tout allait bien, que leur couple avait traversé la tempête et retrouvé son cap. Selon lui, ils formaient à nouveau un tandem fort, soudé, épanoui. L'amour, la vraie vie, la fin heureuse. Un joli conte. Sauf que voilà, cette version-là ne tenait pas debout, parce que quand l'enquête a commencé à gratter la surface du récit officiel, une autre vérité a émergé. Et cette vérité-là, elle sentait le sang. En juillet 2018, soit 4 mois avant la tragédie, Todd avait de nouveaux doutes. Il avait remarqué un changement dans le comportement d'Amy. Elle semblait distante, préoccupée, et les soupçons l'ont rongé. Alors il a fouillé, et dans l'historique d'appels téléphoniques, il a découvert qu'Amy parlait régulièrement à un autre homme. L'homme en question s'appelait Jerry Frasher. Todd avait retrouvé environ 120 messages échangés entre sa femme et Jerry, puis avait décidé de confronter directement celui qu'il soupçonnait d'être l'amant d'Amy. Jerry travaillait sur leur ferme. C'était un assistant administratif, chargé d'aider à gérer la paperasse et les tâches bureaucratiques. Il était aussi un handyman, un homme à tout faire employé par la famille Mullis. Mais lorsqu'il avait été interrogé par Todd, Jerry avait nié catégoriquement toute liaison. Il affirmait que leur échange était strictement professionnel, rien de plus. Todd, de son côté,
n'avait pas pu consulter le contenu précis des messages. Ce flou renforçait sa suspicion. Il ne croyait pas Jerry, alors il est allé encore plus loin. Il a appelé la femme de Jerry, mais celle-ci, sûre d'elle, lui a répondu qu'elle n'avait aucune inquiétude. Elle avait entièrement confiance en son mari, et leur couple allait très bien. Ce témoignage avait semblé calmer Todd, du moins en apparence. Il a cessé pour un temps de soupçonner Amy d'une nouvelle trahison. Mais les enquêteurs, eux, ne se sont pas arrêtés là. En creusant davantage, ils ont fini par découvrir que la liaison avait bel et bien existé. Amy avait repris une aventure extra-conjugale, cette fois avec Jerry Thrasher. Pour les enquêteurs, c'était un mobile clair comme de l'eau de roche. Si Todd avait découvert la vérité, il aurait très bien pu perdre le contrôle. L'infidélité répétée, la honte, la colère, la trahison. Tout était là. Et pourtant, il y avait un obstacle de taille, l'alibi. Tristan, leur fils, n'avait jamais changé sa version. Dès les premières minutes de l'enquête, il avait insisté sur le fait qu'il était resté avec son père tout le temps, jusqu'au moment où celui-ci lui avait demandé d'aller chercher sa mère. Le garçon affirmait qu'il n'y avait eu aucun conflit ce jour-là. Tout s'était passé dans le calme. Et surtout, il était catégorique. Il n'avait jamais perdu son père de vue. Cet alibi semblait solide, peut-être même trop. Mais les policiers, eux, continuaient de fouiller. Car dans cette histoire de triangle amoureux, un autre homme avait également un mobile, Jerry Thrasher. Et si ce n'était pas Todd, mais l'amant qui avait voulu faire disparaître Amy. Jerry aimait sa femme. Il tenait à sa famille. Il ne voulait pas tout gâcher. Avait-il décidé d'éliminer la maîtresse pour préserver son foyer, pour que personne n'apprenne jamais ce qui se passait dans l'ombre des granges et des champs? Désormais, les enquêteurs devaient explorer cette nouvelle piste. De son côté, Amy avait souvent confié qu'elle trouvait Todd trop absorbé par son travail. Elle était épuisée par la charge qui reposait sur ses épaules. Elle n'en pouvait plus de devoir sans cesse participer aux tâches de la ferme. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée. Amy voulait sortir, profiter de la ville, s'aérer l'esprit, et plus elle tentait désespérément de recoller les morceaux de son mariage, plus elle réalisait à quel point elle et son mari n'étaient plus faits pour vivre ensemble. Tout portait à croire qu'Amy, en manque d'attention et d'affection, avait fini par chercher du réconfort ailleurs. Et Jerry Thrasher était un choix pratique. Il était toujours dans les parages, facilement accessible pour une femme qui ne quittait presque jamais la ferme. En tant qu'assistant administratif, Jerry se rendait régulièrement sur les terres des Mullis. Il côtoyait à la fois Todd et Amy, et il lui arrivait même de se retrouver seul avec elle. Progressivement, leur relation avait glissé vers le flirt, puis assez rapidement vers des rapports intimes. D'après les éléments de l'enquête, leur liaison avait commencé fin mai 2018. Ils se voyaient environ une fois par semaine, exclusivement pour avoir des rapports sexuels. C'était furtif, caché. Dans une voiture, au détour de chemins de terre isolés, ou lors de rencontres rapides dans des motels. Jerry, de son côté, affirmait que tout cela n'avait pas d'importance réelle pour lui. Il voyait la chose comme une simple aventure, une escapade, rien de plus. Mais Amy, elle, semblait plus impliquée, beaucoup plus. Elle s'était mise à parler d'avenir, à évoquer un divorce avec Todd. Elle rêvait d'un remariage avec Jerry. Pour elle, ce n'était plus une histoire de sexe, c'était de l'amour, ce qui, bien sûr, impliquait une décision de taille pour Jerry, divorcé lui aussi. Or, sa femme n'avait aucune idée de cette liaison, et Jerry, lui, n'avait aucune intention de quitter son épouse. Il se disait heureux en mariage, épanoui. Il n'avait jamais pris Amy au sérieux, et à mesure que leur relation devenait plus intense, il avait voulu y mettre fin. Les enquêteurs sont parvenus à reconstituer une grande partie de leur correspondance numérique. L'histoire avait bel et bien duré jusqu'à l'été 2018, puis Jerry avait proposé de faire une pause. Il n'était plus sûr de rien, surtout pas de son avenir avec Amy. Mais de son côté, Amy semblait déterminée. Elle aurait même envisagé de tout avouer à Todd, sa liaison, ses sentiments pour Jerry et son désir de divorcer. Autant dire que Jerry, à ce moment-là, se retrouvait coincé, entre une épouse qu'il ne voulait pas perdre et une maîtresse qui refusait de s'effacer. La pression montait des deux côtés. Sa double vie devenait ingérable. Et dans ce climat tendu, le danger pour sa vie familiale paraissait bien réel. Pour les enquêteurs, cette situation suffisait à établir un motif solide.
Jerry avait autant de raisons que Todd de vouloir qu'Amy disparaisse. Et même plus. Il avait tout à perdre si la vérité éclatait. Les détectives ont convoqué Jerry pour un interrogatoire qui a duré environ 1h30. Durant cet entretien, Jerry a reconnu l'existence de sa liaison avec Amy, mais il a fermement nié être impliqué dans son meurtre. Selon lui, au moment des faits, il se trouvait chez lui, dans une ville située à environ 45 minutes en voiture de la ferme où le crime a eu lieu. Les enquêteurs ont alors procédé à une analyse des données de son téléphone portable. Résultat, une activité avait été enregistrée toutes les heures à 10h45, 11h45 et 12h45, et chaque fois, l'appareil avait été géolocalisé à son domicile, l'adresse même qu'il partageait avec sa femme. Mais cela n'a pas suffi à écarter définitivement les soupçons, car les enquêteurs savaient une chose, un meurtrier méthodique et moderne ne se rendrait jamais sur les lieux d'un crime avec son téléphone sur lui. Et surtout, une activité si régulière, exactement toutes les heures, avait de quoi paraître suspecte. Les soupçons sur Jerry restaient donc bien présents. Mais en parallèle, les policiers ne perdaient pas de vue Todd, car au-delà de l'infidélité de sa femme, un autre mobile bien plus concret apparaissait, l'argent. S'il divorçait, ce qui semblait de plus en plus probable, Todd perdait la moitié de la ferme, mais surtout, il devait verser une pension alimentaire conséquente pour leurs 3 enfants. Une somme estimée à plus de la moitié de ses revenus mensuels. Et puis, il y avait les témoignages. Certains proches affirmaient qu'Amy, malgré son envie de mettre fin à son mariage, avait peur de divorcer. Elle disait craindre la vengeance de Todd. D'autres se souvenaient de comportements agressifs ou durs, affirmant qu'il était capable du pire. Mais rien jusqu'ici n'avait prouvé qu'il avait été violent physiquement avec sa femme. Les enquêteurs ont alors décidé de se recentrer sur la journée du meurtre. Ils ont revu la version de Todd, sa chronologie, ses réactions, et quelque chose les a troublés. Lors de l'interrogatoire, le comportement de Todd a semblé anormal. Les personnes accusées à tort réagissent souvent avec colère, indignation ou au moins nervosité. Mais lui restait calme, trop calme, comme s'il avait accepté la gravité de la situation ou comme s'il portait en silence un poids trop lourd à cacher. Un détective dira plus tard que cette attitude ressemblait à un réflexe de culpabilité enfoui. Todd, lui, répondait que ce genre de comportement ne pouvait pas être interprété aussi simplement. Il disait être un homme naturellement calme, introverti, et qu'il était surtout choqué qu'on l'accuse d'avoir éliminé la femme qu'il aimait. Mais alors que le doute planait encore, un élément nouveau est venu raviver la curiosité des enquêteurs. Ils avaient enfin mis la main sur des images de vidéosurveillance installées sur la propriété des Mullis. Plusieurs caméras étaient installées sur la propriété. L'une d'entre elles couvrait presque entièrement la zone autour du hangar, le lieu du meurtre. Mais lorsqu'ils ont voulu consulter les images de ce jour-là, rien. Aucune séquence n'avait été enregistrée ou conservée en mémoire. Les enregistrements avaient disparu, effacés. Pour les enquêteurs, cela ne faisait aucun doute. Quelqu'un avait volontairement supprimé les images pour effacer ces traces. Et tout portait à croire que cette personne, c'était le mari de la victime. Compte tenu de l'accumulation des éléments, le mobile, les tensions conjugales, les soupçons anciens, Todd a été arrêté en février 2019. Il a été officiellement inculpé pour le meurtre de sa femme. Presque 1 an après la mort d'Amy en septembre 2019, sa famille, mais aussi les proches de l'accusé, se sont retrouvés dans la salle d'audience du tribunal. Todd, ce fermier travailleur, cet homme connu comme un père dévoué, était désormais accusé d'un meurtre brutal, sauvage, absurde. C'est devant le jury que le cœur du procès s'est joué. Dès l'ouverture des débats, l'avocat de la défense a reconnu qu'il s'agissait bien d'un meurtre prémédité, pas d'accident, pas de doute là-dessus. Mais selon lui, Todd ne pouvait pas être l'agresseur. Il a rappelé que son fils l'avait vu tout le long, qu'il ne s'était jamais absenté et qu'il n'existait aucune preuve matérielle reliant Todd au crime. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, aucune trace sur l'arme du crime, ce râteau, ne permettait de l'identifier. Mais la procureure, elle, a plaidé un tout autre angle. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre intime, très personnel. Ce n'était pas un tir lointain ni une agression opportuniste, non. C'était un acte commis avec rage et détermination, utilisant un outil spécifique, lourd, appartenant à la ferme.
Un étranger, a-t-elle souligné, n'aurait jamais utilisé un tel objet, ni su où le trouver. Todd, lui, utilisait ces râteaux tous les jours. Il connaissait leur emplacement. Il savait comment s'en servir. Et il avait le contrôle, la force et surtout le mobile. Il ne lui avait laissé aucune chance de survie. Il l'avait littéralement transpercé à plusieurs reprises. Durant le procès, de nombreux témoins ont défilé à la barre. Des proches du couple, des amis, des collègues et même un médecin des urgences, de l'hôpital où Amy avait travaillé pendant des années comme infirmière. C'est dans cet hôpital même qu'on l'a amenée après l'attaque, là où elle avait sauvé des vies avant que quelqu'un lui ôte la sienne. Malheureusement, à son arrivée aux urgences, Amy a été déclarée morte sur le coup. Les médecins de la clinique, tout comme le légiste et les enquêteurs, n'arrivaient pas à comprendre comment un seul coup de râteau, muni de 4 dents, avait pu provoquer 6 plaies profondes. Du côté de la défense, le soutien de Todd venait de son fils aîné, Tristan. Il était devenu le témoin clé de la défense, chaque mot de son témoignage scruté de près par les deux parties durant le procès. Le problème majeur pour l'accusation, c'était cet alibi que le garçon, alors âgé de 14 ans, confirmait avec insistance. Selon lui, il avait toujours été avec son père. Ils faisaient tout ensemble, la chasse, la pêche, le vélo et bien sûr le travail à la ferme. Mais quelques jours seulement avant l'ouverture du procès, Tristan a de nouveau été interrogé par les enquêteurs. Et cette fois, il a craqué. Il a fini par admettre que oui, il avait perdu son père de vue à plusieurs reprises ce jour-là, notamment lorsque Todd sortait chercher de l'eau pour l'amener dans le hangar. Selon lui, son père s'absentait seulement quelques minutes à chaque fois. L'avocat de la défense a tout de suite réagi. Ce laps de temps était insuffisant, selon lui, pour commettre un meurtre, cacher les preuves et revenir comme si de rien n'était. Mais pendant l'audience, le jeune garçon a encore modifié sa déclaration. Il a finalement avoué ne plus être certain des durées exactes pendant lesquelles son père avait disparu de son champ de vision. Et cette incertitude a offert une faille que la procureure n'a pas manqué d'exploiter. Le fameux alibi de Todd s'effondrait. Cela dit, Tristan est resté ferme sur un point. Il refusait de croire que son père avait éliminé sa mère. Il n'avait vu aucune trace de sang sur lui, ce qui offrait une autre ligne de défense à l'avocat. Celui-ci a rappelé que l'assaut dans le hangar avait provoqué d'importantes éclaboussures de sang, visibles sur les murs, le sol et les objets alentours. Un tel carnage ne pouvait pas laisser l'agresseur propre. Or, Todd n'avait aucune tache sur lui au moment des faits. L'avocat insistait. La défense reconnaissait l'atrocité du crime, mais aucune preuve directe ne liait Todd à ce meurtre. Et en effet, les preuves matérielles manquaient. L'accusation s'est donc appuyée sur d'autres éléments plus subtils, notamment les recherches Internet faites sur les téléphones d'Amy et de Todd. Amy avait cherché « L'infidélité influence-t-elle le partage des biens lors d'un divorce ?» Quant à Todd, ses recherches étaient bien plus troublantes. Peine encourue pour homicide. Conséquences juridiques d'un meurtre conjugal. Pendant le procès, Todd Mullis, le fermier devenu veuf, a passé 3 heures à répondre aux questions du procureur. Calme mais ferme, il a continué à clamer son innocence. Il affirmait ne rien savoir de la liaison qu'entretenait Amy avec Jerry Frasher. Face aux jurés, il a également tenté d'expliquer la disparition des enregistrements de vidéosurveillance. Selon lui, les caméras ne fonctionnaient plus depuis 2 semaines. Il a raconté qu'un groupe de chats errants, qui avaient l'habitude de venir se reposer sur le rebord de la fenêtre, aurait accidentellement arraché les câbles en cherchant un coin chaud. Ce n'est qu'après que la police lui a signalé le problème qu'il aurait rebranché le système. Sa version paraissait crédible, du moins sur le moment. Une fois tous les témoignages entendus, les jurés se sont retirés pour délibérer. Mais avec l'absence de preuves directes, les incohérences et les éléments à double lecture, les discussions se sont révélées longues et intenses. 2 camps opposés se sont formés. Après 7 heures de délibération, le verdict est tombé. Todd Mullis a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle d'audience, Todd, visiblement abattu, a simplement secoué la tête, silencieusement, avant d'être escorté menotté hors du tribunal. Mais il n'a jamais accepté ce jugement. Dès le verdict prononcé, Todd a engagé une nouvelle équipe d'avocats. Il a immédiatement déposé une demande de révision de procès,
affirmant que la stratégie de sa première défense avait été faillible dès le départ. Selon lui, tout avait basculé au moment où ses anciens avocats avaient reconnu qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, une erreur monumentale à ses yeux. Todd a continué d'affirmer que personne n'était présent dans le hangar au moment des faits, que sa femme avait fait une chute accidentelle, probablement à cause d'un malaise soudain. Il a rappelé qu'elle souffrait de vertige et qu'elle avait consulté un médecin la veille de sa mort. Il a insisté. Aucune preuve matérielle ne le relie au crime, seulement des soupçons, des coïncidences et des rumeurs. Mais la demande d'appel a été rejetée. En mars 2025, Todd Mullis a déposé une demande de nouveau procès, affirmant que son procès initial était injuste et que des preuves avaient été retenues par l'accusation. Ses avocats soutiennent que l'enquête initiale était biaisée et que la défense n'a pas pu présenter des preuves suggérant que la mort d'Amy était accidentelle. Une audience a eu lieu et une décision du juge est attendue prochainement. Aujourd'hui, les 3 enfants de Todd et Amy Mullis vivent sous la garde de la famille d'Amy. 2 parents partis, une famille brisée et une seule question qui plane encore. La justice a-t-elle réellement été rendue? L'affaire Amy Mullis a profondément secoué l'opinion publique, pas seulement parce qu'un drame s'est joué dans une ferme paisible de l'Iowa, mais parce qu'elle a révélé, une fois de plus, cette vérité glaçante. La trahison peut se dissimuler derrière les sourires les plus ordinaires, les couples les plus sans histoire. Aux yeux du voisinage, Todd et Amy formaient un duo stable, soudé par les années, les enfants, les récoltes. Pourtant, derrière les murs de la ferme familiale, une tension insidieuse avait lentement pris racine, une fracture invisible à l'œil nu, mais qui, un jour, a éclaté avec une violence inouïe. Cette affaire, tragique et sordide, rappelle que la dangerosité humaine ne porte pas toujours de masque menaçant. Parfois, elle porte un jean, une casquette, et vous serre dans ses bras. Jusqu'à la dernière fois. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.